Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois le secrétaire général de la CGT, M. Serge Haribo. UGTM, pardon. UGTM, toutes mes excuses, M. Haribo, qui revient nous donner quelques explications essentielles, puisqu'il y a une réunion en préfecture la semaine dernière, je crois. M. Haribo, bonsoir, et merci d'avoir accepté notre demande. Oui, surtout bonsoir à tous les téléspectateurs, tous ceux qui regardent Zouk TV. Mais je crois qu'on aura le temps, encore une fois, d'apporter le maximum d'informations. Oui, on s'est rencontrés lundi, 30 août, en préfecture, en présence du préfet, du directeur général de l'ARS, du directeur général du CHU de Martinique et d'une représentante de la CTM. Est-ce que cette réunion s'est déroulée calmement? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui sont sorties? Est-ce qu'on sait un petit peu plus ce qui se passe? Alors, c'était plutôt une réunion de mise au point ferme de la part de l'intersyndicale sur un certain nombre de problématiques, parce qu'il s'agit pour nous de bien dire à tous les téléspectateurs qu'il s'agit de personnes qui sont décédées, de personnes qui sont malades, de personnes qui sont touchées par un virus, et que pour nous, il s'agissait de ne pas entendre des réponses tchololo de la part des autorités, parce que nous avions un certain nombre d'éléments qui nous montraient qu'il n'y avait pas une prise en charge globale sur le territoire, ordonnée. Ce que nous avions demandé, c'est une réponse stratégique. On n'a pas eu cette réponse. Par contre, sur les points abordés, par exemple sur la vaccination obligatoire, sur le pass sanitaire, nous avons réitéré que les éléments nous montraient que nous avions fortement raison d'insister sur la question du pass sanitaire et de la vaccination, de laisser les gens en toute conscience choisir, parce qu'on constatait que, premièrement, on commençait déjà à parler de 3e injection, et que dans d'autres pays, parce qu'on prenait pour exemple la Martinique pour dire qu'on n'était pas suffisamment vacciné, que dans d'autres pays où est-ce qu'il y avait des pourcentages très élevés comme l'Islande ou bien comme Israël, les informations, même s'ils étaient filtrées au niveau des médias officiels, nationaux ou locaux, nous entendons bien certains échos arriver nous dire que malgré la vaccination, il y a des hospitalisations, il y a des personnes qui décèdent, il y a des difficultés. Et puis, même dans les EHPAD, je crois, vous me disiez tout à l'heure. Alors, dans les EHPAD, c'est reconnu parce que nous avons un document qu'on peut très bien retrouver, tout le monde peut le retrouver. C'est la note d'alerte du Conseil scientifique Covid-19, le Conseil scientifique national que M. Macron écoute, qui a actualisé ces données au 25 août et qui dit bien qu'il y a des remontées à leur niveau 25 dans les août 2021, qu'il y a des remontées dans les EHPAD de difficultés pour des résidents qui, malgré le schéma vaccinal complet, ils ont des formes graves. Donc des résidents dans des EHPAD en France ont des difficultés. Ils se retrouvent à l'hôpital, ils se retrouvent avec des formes graves. Donc c'est pas la panacée. Ce n'est pas, si vous voulez, la solution finale. Idéale. Donc nous avons réitéré que pour nous, dans le monde de la santé, que ce soit dans le privé ou le public, nous étions fermement contre l'obligation vaccinale qui voudrait être imposée au personnel et que nous allons tenir contre vent et marée parce qu'il s'agit pour l'autre partie, l'État, de nous démontrer, et c'est à eux de nous démontrer, que ces produits-là sont garantis et qu'ils garantissent une efficacité donnée parce qu'on ne servira pas d'exemple. Alors, est-ce que le ministre de la Santé a fait machine arrière concernant le pass sanitaire pour les soignants? Alors, ce qui est important pour nous, de dire à l'ensemble, quand on dit soignants, c'est les personnels de l'hôpital, du médico-social, administratif et tous ceux qui sont en contact avec le public ou alors avec les patients ou encore avec les visiteurs, même en clinique privée aussi, c'est de dire et de répéter, le ministre a bien indiqué que durant ce qu'ils appellent cette 4e vague, donc en tout cas c'est l'état d'urgence, il y a une suspension pour les
territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer, donc ici aussi en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Réunion, il y a une levée de ces dispositifs. C'est suspendu jusqu'à ce qu'on ait terminé. Le préfet a rajouté qu'il s'agit pour eux d'apporter des éléments d'apaisement et qu'il faut qu'on puisse réfléchir ensemble sur les dispositifs qu'on devrait mettre en œuvre, mais qu'ils reviendront à la charge une fois que cette vague sera terminée. Nous avons simplement dit on vous attend. Alors, ce truc d'urgence va jusqu'à quand? Au mois de novembre? Alors, normalement, l'état d'urgence, ce serait jusqu'au 15 novembre. Oui. Mais il semblerait, d'après des annonces que nous voyons dans les publications, que l'Assemblée nationale devrait se réunir pour voir s'il y a une nécessité, en tout cas voter une prolongation de l'état d'urgence pour particulièrement les territoires d'outre-mer et les départements d'outre-mer. Donc sur cette notion-là, nous disons simplement que c'est peut-être qu'ils ont des éléments qui leur montrent que le discours rassurant que l'on entend ces temps-ci de la part de l'ARS ou de la préfecture n'a pas lieu d'être. Parce que sortir de 600 cas jour à 500 cas jour, c'est une diminution, mais ce n'est pas une diminution suffisante. Oui. Et il faut que tout le monde soit conscient. On parle de personnes contaminées. De personnes contaminées ayant été testées positivement. Mais dans la réalité, sur le terrain, nous avons toujours 3 établissements embolisés. Ça, nous pouvons le dire parce que nous y travaillons. Plus une clinique qui est, comme on dit, réquisitionnée pour le Covid. Ça veut dire que l'hôpital du Lamentin, l'hôpital de Trinité, l'hôpital Pierre-Zolda Kittmann et la clinique Saint-Paul sont mobilisés sur le Covid. Et en plus de ça, nous avons Saint-Joseph, nous avons le Marin, nous avons le François qui subissent cet effet puisqu'on y distribue d'autres pathologies. Quand on enlève ces lits-là dans ces hôpitaux, dans ces cliniques. Donc ça veut dire clairement que nous sommes toujours en crise sanitaire parce qu'on ne peut pas aujourd'hui répondre aux besoins de la population pour toutes les pathologies, pas seulement le Covid. Oui. Et c'est ça qui sera dramatique. Cancer, tout ça. Les cancers, les pathologies qui sont récurrentes en Martinique, c'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle, ainsi de suite. Donc ça, il faut que ça soit clair pour tout le monde. On est toujours mobilisé sur ça. Il y a beaucoup de personnels qui sont toujours mobilisés à soigner des personnes dans les établissements, en hospitalisation, en urgence et en réanimation. Donc on n'est pas encore sorti de cette crise et les éléments ne sont pas encore rassurants. Et les gens qui travaillent dans les hôpitaux, est-ce que les secours que vous avez reçus de la métropole, les soignants, parce que vous êtes, j'ai envie de dire, H24 au boulot, les soignants en Martinique, est-ce que ça va mieux avec les renforts venant de Paris? Parce qu'on me dit qu'ils ne restent pas très longtemps, ceux qui viennent de la France. 15 jours. 15 jours. En général, c'est 15 jours. Et il y a départ et arrivée. Donc, si vous voulez, le nombre n'augmente pas nécessairement, puisque c'est des arrivées qui viennent compenser des départs. Oui. Ceci étant dit, nous avons fait remarquer à la direction de l'ARS, au préfet, que nous avons une difficulté de compréhension parce qu'on ne s'occupe que de l'hospitalisation. On ne s'occupe que de la vaccination avec ces renforts. On a vu des renforts arriver dans des centres de vaccination. On a bien montré qu'il y avait une Martiniquaise qui sortait de la région parisienne qui était mise au travail dans un centre de vaccination. Par contre, on n'a pas vu sur le terrain, auprès de la population, ni de médecins, ni d'infirmiers venant en renfort, et on n'a pas vu la mobilisation nécessaire du corps médical martiniquais aujourd'hui dans le libéral et des infirmiers libéraux comme ils devaient être. Alors pourquoi? Parce que nous avons bien indiqué, vous voyez, c'est là, il y a bien en haut, bleu, blanc, rouge. Urgent. Donc, urgent. Il y a une directive de la Direction générale de la santé qui est sortie le 26 avril 2021, qui est venue, si vous voulez, détailler très rapidement, de façon succincte,
un arrêté du 23 avril 2021, qui là aussi, c'est un arrêté signé par M. Véran, ministre de la Santé. Dans ces documents, on demande très simplement qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est testé positif au Covid, qu'il lui soit proposé immédiatement une consultation avec un médecin libéral, pas avec l'hôpital, et que cette consultation doit être en présentiel ou en télémédecine. D'accord. Il doit y avoir une prescription, savoir une évaluation du cas. C'est pour ça que chaque fois, nous ne cessons de répéter, dès que vous êtes testé positif Covid, vous êtes un patient. Ce qui veut dire que vous devez avoir un contact avec un réseau qui vous introduit dans une démarche de soins. En Martinique, ça n'a pas été mis en place. Et ça, nous sommes fermes là-dessus, nous attendons les réponses et nous accusons les autorités sanitaires, la préfecture, de manquements graves vis-à-vis de la population martiniquaise. La réponse que les gens avaient à l'époque, c'était restez chez vous, prenez un Doliprane, et si ça s'aggrave, vous allez appeler le 15, je crois. Voilà. Et cette réponse aussi était donnée par quelqu'un de la sécurité sociale. Mais le texte dit bien, et c'est une fiche qui a été validée par la haute autorité sanitaire. Là encore, nous disons simplement que les gens n'ont qu'à aller sur Internet, au lieu de suivre des choses qui, des fois, ne sont pas réelles. D'aller, parce que là, il y a des fiches de la haute autorité de santé. Celle-là a été validée par le collège de la haute autorité le 8 avril 2021. Et elle prévoit justement que le suivi des patients Covid-19, donc c'est bien les patients testés en ambulatoire, donc à l'extérieur de l'établissement, tel qu'un hôpital, cette personne puisse être prise en charge. Alors je vous dis simplement, je vous lis par exemple la réponse numéro 1. À l'annonce du test positif, même en l'absence de symptômes, le patient doit être informé que son état peut s'aggraver, en particulier entre le 6e jour et le 12e jour, après le début des symptômes s'ils apparaissent. Cette alerte pourra apparaître en une phrase sur le compte-rendu du test positif au Covid-19. Quel laboratoire en Martinique a suivi ça? Quel laboratoire en Martinique est au courant de cela? Qui a indiqué à l'ensemble du tissu sanitaire qu'il y avait cette réponse-là donnée? Qu'il fallait informer les gens entre le 6e jour et le 10e jour, vous pouvez avoir des symptômes parce que vous êtes déjà un patient. Vous devez, compte tenu de ce test positif, avoir une consultation vers un médecin généraliste, préférentiellement en présentiel, sinon en téléconsultation, comme je vous ai dit. Alors, la prise en charge, elle se fait comment? Le médecin généraliste réalise systématiquement une mesure de la saturation en oxygène au repos et à l'effort si la saturation en oxygène est supérieure à 96% au repos. Ça veut dire, on fait un test après effort. Mais qui peut faire ça? La personne elle-même chez elle qui n'a même pas de saturomètre, à qui on demande si vous êtes essoufflé, si vous avez de la fièvre, vous prenez du Doliprane. Ce n'est pas ce que la HAS a préconisé. Et c'est pour ça que nous disons, là maintenant, nous sommes à même de dire, et nous attendons les réponses des autorités jusqu'à présent, parce que nous avons posé ce problème-là en préfecture. Pourquoi on n'a pas mis cette surveillance renforcée en place? Et on devait donner aussi aux patients un oxymètre, vous m'avez dit? Le médecin généraliste, dans ces cas de figure, doit prescrire un oxymètre. Et nous avons demandé aussi, si vous êtes à même de nous prouver que vous avez mis en place cela, on devrait pouvoir retrouver dans les ordonnances et dans les remboursements de la sécurité sociale le nombre d'oxymètres qui ont été prescrits par les médecins. Ce qui remet tout le monde bien à l'aise. Alors, on explique quand même aux gens l'oxymètre, à quoi ça sert? Un oxymètre, c'est quelque chose qu'on met au bout du doigt. Voilà, et c'est avec le pouls qu'on va déterminer la saturation en oxygène qu'on aura dans le sang. Et qu'on pourra déterminer si la personne elle est en train de faire une décompression. Donc, avoir une nécessité d'avoir de l'oxygène en supplément,
ou si ça va et que la personne ne mérite pas ça ne suscite pas son état pathologique, ne va pas susciter des apports supplémentaires. Donc, la surveillance avec l'oxymètre de pouls, c'est les patients qui ont plus de 65 ans. C'est ou bien les patients qui ont des facteurs de risque grave, ou alors qui ont des signes respiratoires. Qui peut détecter ça, sinon un médecin? Cette surveillance-là, elle est effectuée en autosurveillance, donc la personne doit avoir l'oxymètre. Si elle en est capable. Donc, lorsqu'on a une personne en grand mono, alors quelqu'un qui ne sait pas se servir, eh bien, il est quand même prévu quelque chose. Le passage de l'infirmière à domicile. Ce que l'on n'a pas dit non plus à la population. 3 fois par jour. Voilà, 3 fois par jour, cette surveillance. Et si tout le monde veut véritablement comprendre ce que nous disons et le contrôler, vous recherchez l'arrêté, il faudrait que je le donne, l'arrêté du 23 avril 2021, signé par M. Véran, eh bien, il indique dans son annexe ce que je viens de vous dire, et dans son annexe, il y a le tableau de suivi. Et dans ce tableau de suivi, on indique le jour, la prise de saturation de pouls en oxygène pour l'oxygène le matin, le midi, le soir. Et si on a fait une mesure complémentaire, il y a une 4e case. Et on indique dans la 5e case les symptômes. Un arrêté ministériel qui n'a pas été mis en place en Martinique. Mais c'est ça qui est quand même étrange et dommage quelque part, parce que je présume que ce genre d'arrêté en France métropolitaine, c'est suivi. C'est suivi par les équipes médicales. C'est suivi, premièrement, par les équipes médicales, mais ce sont les conséquences. Et c'est pour ça que je ne comprends pas ce discours de ces professeurs, de ces gens, de ces sachants qui s'expriment tous les jours à la télé et qui disent qu'on ne pouvait pas prévoir. Je suis désolé, ces éléments-là permettaient d'avoir une avance, une connaissance sur le terrain de la possibilité qu'il y avait de l'émergence et des difficultés qui se trouvaient. Nous n'avons cessé de répéter qu'on ne comprenait pas que les patients arrivaient après 3, 4, 5 jours être restés à l'extérieur sans rien du tout, sans suivi médical. Pour certains. Il y en a qui ont eu, mais les difficultés sont devenues énormes et incontrôlables à partir du moment que le nombre de personnes augmentait, que le virus se propageait. Et c'est quand on commençait à être noyé qu'on a commencé à dire « Ah oui, mais il faut se mettre en relation avec les infirmières libérales. Il faut commander. » Alors tout le monde peut aller chercher. Le directeur général de l'ARS a bien indiqué qu'ils ont commandé des concentrateurs à oxygène. Mais à quel moment? On était déjà fin juillet. À quel moment ils ont demandé aussi à la seule société ici qui produit de commander aussi des concentrateurs à oxygène? Les infirmières libérales ont dit et indiqué qu'il y avait ce problème et qu'il fallait faire, si vous voulez, l'inventaire des concentrateurs qui existaient, qui étaient chez des patients, qui en avaient terminé pour d'autres pathologies, et qu'il fallait les ramener pour pouvoir les mettre à disposition d'autres patients. Si tout le monde a de la mémoire, on se souvient, ça se passe il y a moins de 2 mois. Et ça, il faut vraiment que tout le monde soit conscient et qu'on revienne à la raison du terrain, de la connaissance que nous avons aujourd'hui de ces situations et de ces textes qui nous montre bien qu'il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été pris en charge. Il y a seulement une politique de vaccination qui a été mise en œuvre avec le régime de la peur. Montrer ce qu'on nous interdisait de montrer avant à l'hôpital. Tout le monde rentre. Le ministre rentre avec 10 personnes, voir des gens qui sont couchés, alités, qui sont sous respirateur. On nous montre la morgue, on nous montre des personnes, des corps, pour montrer que réellement, il y a des gens qui meurent. Mais la prévention qui devait être mise en œuvre,
vérifier les stocks d'oxymètres, vérifier que la possibilité qu'il y ait, que les médecins puissent prescrire, que les médecins aient la liberté, et ça on en a parlé à la préfecture, laisser les médecins prescrire en toute conscience, de la même façon, laisser les gens choisir s'ils veulent se faire vacciner ou pas, en toute conscience. Mais occupez-vous de tout patient. Et c'est ça qui n'a pas été fait. Quelle que soit la personne, et nous avons dit que notre rôle c'est dommage que ce soit les organisations syndicales, les représentants que nous sommes du personnel, qui rappellent ces notions à ces autorités. Oui, c'est plutôt grave. Et là, la CTM était partie prenante de cette réunion. Est-ce qu'ils ont développé quelque chose? Est-ce que ça s'est bien passé avec eux? Alors, au niveau de la CTM, qui était représentée par Mme Bardol, nous avons eu connaissance du projet de prise en charge, d'accompagnement des personnes sur le terrain, des familles aussi, de ce projet qui est appelé Tchembé Noula. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la conception, c'est de faire en sorte de rassembler dans les communes, avec la collectivité territoriale, avec les médecins libéraux, les maires, les professionnels, donc les infirmiers libéraux sur le terrain, et de mettre sur ces territoires une organisation pour ne pas laisser les gens à l'abandon. Savoir que il y a vraiment une nécessité aujourd'hui de comprendre que s'il y a une défaillance de l'État, et c'est ce qui nous intéresse dans cette projection, il y a eu une défaillance de l'État et des organismes étatiques en Martinique. Il ne faut pas qu'il y ait cette défaillance au niveau de nos collectivités. Nous avons fait comprendre à ces collectivités, parce qu'on a vu émerger au fur et à mesure ce que nous souhaitons. Quand nous avons dit que nous n'entendions plus les haut-parleurs dans les quartiers, parce qu'il n'y avait plus d'élections, on a recommencé à entendre des haut-parleurs dans les quartiers, à Sainte-Marie, à Trinité, à Sainte-Anne, il me semble, ou dans d'autres communes. Bref, on a été entendu. Et aujourd'hui, nous avons vu aussi des municipalités dire, eh bien, effectivement, faut même si on met des vaccinodromes, il faut qu'on mette de l'information et qu'on s'occupe de notre population. Et là, ce projet-là nous intéresse parce qu'il y a lieu de l'accompagner et de faire en sorte qu'il réponde véritablement sur le terrain aux besoins. Et si ces fiches ne sont pas mises en application par les autorités sanitaires, il faut que les autorités territoriales poussent jusqu'au bout pour que ces autorités-là prennent le chemin que nos collectivités vont prendre. Il faut que l'ensemble des municipalités intègrent dans leur programmation cette organisation, qu'on soit au plus proche de la population, qu'on ne laisse pas quelqu'un qui est contaminer sa famille. Et c'est ça qui est essentiel. Nous avons donné comme exemple à la préfecture, par la voix de la représentante des infirmières libérales, l'exemple d'infirmiers qui, constatant qu'ils avaient une personne qui est contaminée dans une famille et qu'il y avait impossibilité, compte tenu de la qualité de l'habitat, compte tenu du nombre de pièces à disposition, compte tenu du nombre de personnes, que si, honnêtement, elle laissait cette personne sur place, c'était toute la famille qui était contaminée. Elles ont dû prendre sur elles-mêmes de contacter d'autres collègues infirmiers, de leur demander ce qui avait la possibilité d'héberger, parce que, vous savez, en Martinique, on a des maisons qui avaient des sous-sols, certaines personnes y ont mis des studios et vivent à l'étage. Elles ont fait cet acte humain si vous voulez, de compréhension de la situation et d'héberger pour isoler ces personnes contaminées, au risque de se voir contaminées elles-mêmes, mais l'isolement était possible. Et ça, on a vu les gens qui nous regardaient avec des yeux grands ouverts. Mais oui, mais on travaille en Martinique pour les Martiniquais, avec les Martiniquais. Ce que nous demandions depuis le début. Ce que nous n'avons pas compris non plus, c'est la réponse du préfet. Et ça, je tiens personnellement à le dénoncer. Que lorsque nous avons demandé pourquoi les hôtels n'ont pas été réquisitionnés, pourquoi l'aéroport est toujours ouvert,
Pourquoi on ne permet pas l'isolement volontaire de certaines personnes dans les hôtels avec un accompagnement thérapeutique, ce que nous appelons l'isolement thérapeutique. Médecins, infirmiers, avec justement les éléments qui sont dans la note là. Qu'on nous réponde, que le préfet nous ait répondu qu'il ne compte pas créer des hôpitaux au rabais. Je travaille personnellement dans un hôpital au rabais à Trinité depuis 40 ans. Où est-ce que lorsqu'il pleut, il y a des services, il y a de l'eau qui coule, on met des seaux. Et voir un responsable de l'État nous répondre ça, c'est une insulte. Pourtant, les renforts qui viennent sont à l'hôtel, qu'ils soient 3 étoiles, 5 étoiles en Martinique. Ils sont nourris, logés, payés. Et pour un Martiniquais, ce n'est pas possible de réquisitionner des hôtels. Ben, il faudrait que la collectivité territoriale ait cette possibilité. Que les collectivités, dans chaque commune, aient ces possibilités. En tout cas, nous, hospitaliers, nous avons dit, nous avons des centres dits de vacances qu'on peut utiliser. Nous demandons qu'ils soient réquisitionnés. Il y a le centre de vacances au Vauclin. Il y a des maisons aussi à Macabou. Il y en a à Casse-Pilote. Prenez-les. Et voilà, que ces communes-là puissent les utiliser, qu'on puisse y faire de l'isolement thérapeutique. Et que les professionnels qui sont dans ces régions, dans ces communes, eh bien, allez-y, faites-le. Alors, l'exemple que nous avons donné aussi, ben, on a bien vu que la maison médicale de Ducos, la maison de santé, a créé un centre pour l'oxygénothérapie à disposition de la population de la commune et qui faisait appel à des infirmiers pour pouvoir, 24 heures sur 24, répondre à la demande. C'est qu'il y a une demande de terrain. Et ils ont distribué aussi des oxymètres, j'ai vu ça dans... Aussi. Et ça veut dire quoi? Manquement de l'État, manquement des autorités sanitaires et réponses, initiatives qui sont prises comme ça, mais qui devraient être répétées partout sur le territoire. Alors si monsieur le préfet ne veut pas que les collectivités disent qu'elles veulent, qu'elles répondent aux besoins de notre population, pour notre santé et notre bien-être. En mettant la politique de côté, que tout le monde fasse peuple, on aime ça faire au peuple. Donc c'est là qu'il faut montrer. Nous sommes très à l'aise. Nous montrons l'exemple. Il y a une intersyndicale, on peut dire aujourd'hui une coordination syndicale de la santé, qui est élargie aujourd'hui et qui, nous espérons, va s'élargir encore. Où est-ce qu'il y a les syndicats de personnel dans les établissements, syndicats d'infirmiers libéraux, syndicats des sages-femmes, et nous espérons bientôt syndicat, puisqu'il me semble qu'il y a un nouveau syndicat des médecins qui va se créer, que nous appelons de notre vœu à venir avec nous. Donc, qu'on prenne exemple sur ça. La santé n'a pas besoin de couleur politique. Et je m'explique. Quand vous êtes admis à des soins, nous n'avons à regarder ni vos opinions politiques, ni vos opinions religieuses, ni votre couleur de peau, ni votre philosophie de vie. Un SDF a autant de valeur pour nous que quelqu'un qui est au summum de la société, même s'il est préfet ou directeur général de l'ARS. Ils seront soignés normalement de la même façon. En tout cas, nous, personnels, qui ne sommes pas au summum de l'échelle, nous y prenons garde. J'ai déjà eu professionnellement à ramener à la raison des cadres qui, parce que dans leur service, recevaient un maire et voulaient qu'il y ait le maximum de choses dans la chambre. Alors que je disais, attention, si je mets ce que vous demandez dans sa chambre, je le mettrai dans toutes les chambres. Dans toutes les chambres. Parce qu'il est hors de question qu'il y ait ce distinguo qui soit fait, parce que là, vous prenez le niveau social en termes de référence. Et on ne doit pas le faire. On doit donner la même chance à tout le monde. Donc voilà, oui, nous faisons appel qu'on aplanisse ces différences politiques et qu'on véritablement se mette tous ensemble à solutionner ce problème parce qu'il y a de nouvelles vagues qui vont arriver. Et la Martinique et la Guadeloupe peuvent être considérés comme des clusters dans la Caraïbe par les pays qui nous entourent. Et nous deviendrons des persona non grata dans ces pays. Alors déjà, en termes de responsabilité,
nous devons faire très attention. En tout cas, nous appelons les Martiniquais, les Guadeloupéens. Attention, ce ne sont pas des clusters que nous avons dans nos quartiers. Nos territoires sont des clusters dans la Caraïbe. Et qu'on s'entende bien et qu'on se comprenne bien. Nous sommes un risque sanitaire dans la Caraïbe. Et prenez toutes les précautions. De toute façon, ils ont fermé leurs frontières. Ils ont raison. Mais de nous-mêmes, n'allons pas propager de nouveaux virus chez nos voisins qui sont notre famille caribéenne. Et ça, j'espère que tout le monde le comprendra. Voilà à quel niveau nous sommes. Et c'est dommage pour la France que ce soit deux territoires qui sont sous la coupelle de la France qui aient ce si mauvais exemple en termes de protection sanitaire de population. Voilà ce que nous avions à dire. Mais sur cette question, mais il faut bien comprendre, si nous sommes des clusters dans la Caraïbe, pourquoi? Et comment ça s'est passé? Et pourquoi ça s'est fait? Et oui, nous avons des aéroports internationaux, nous avons des hubs maritimes qui reçoivent des conteneurs, mais qui sont des portes ouvertes. Nous avons des marinas. Je discutais avec un marin qui me disait, qui fait des voyages inter-îles pour des personnes, des touristes, ainsi de suite. Qui me disait, mais il y a longtemps qu'à Sainte-Lucie, ils ont fermé. On ne rentre pas à Sainte-Lucie comme ça, hein? Non. Au début, ils ont dit, vous venez vous présenter. Après, ils ont dit, c'est le capitaine tout seul qui vient et présente tous les papiers. Et maintenant, vous venez avec votre stylo, vous mettez vos gants, vous signez tout. Et aujourd'hui, personne ne rentre. La Martinique est grande ouverte. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes un cluster dans la Caraïbe et nous sommes les mauvais larrons. Il faut que nous en ayons conscience. Qu'on ne regarde pas simplement vers l'Europe, mais qu'on regarde les conditions qu'on donne à nos voisins qui n'ont pas besoin, justement, de devenir comme nous des clusters. Monsieur Aribo, vraiment, merci beaucoup pour ces renseignements. Je pense que ceux qui ont regardé cette émission doivent apprécier tous les conseils que vous donnez, mais surtout saluer le courage et la détermination que vous mettez en œuvre pour les Martiniquais, parce que c'est de l'abnégation. Je vous entends parler, c'est de l'abnégation. Vous êtes là, et avec vos collègues syndicalistes, vous vous investissez pour la Martinique, pour les Martiniquais. Et en ça, je vous dis merci déjà, personnellement, mais je pense que ceux qui nous regardent pensent la même chose. Et l'antenne de Zouk Télévision reste ouverte quand vous aurez d'autres informations à nous donner, que ça plaise ou pas, mais au moins donner des informations aux Martiniquaises et aux Martiniquais, pour savoir comment se garder de tout danger. Enfin, de tout danger, c'est même pas le mot, quels seraient, pour les conclusions, les conseils à donner à nos... Alors, c'est surtout ce que nous essayons de transmettre. Premièrement, l'humilité. La deuxième chose, c'est d'avoir beaucoup d'humanité. Notre rôle, c'est de préserver le bien le plus précieux. Et là, ces expériences que nous avons là, sanitaires, nous montrent que le bien le plus précieux, c'est bien la santé. Et qu'on doit la protéger, c'est notre première richesse à la naissance. Et qu'on doit faire en sorte que tout le monde comprenne. Donc protégez-vous, protégez votre famille, faites en sorte de comprendre ce qui se passe. Il faut être beaucoup plus exigeant. L'abnégation que nous mettons, c'est l'exigence que nous avons d'avoir des résultats probants. On l'a toujours dit, et nous le démontrons encore plus que jamais. Nous ne sommes pas des employés à 40%. Ça, vraiment. Et là encore, on le démontre. On ne vient pas chercher de l'argent. On ne vient pas chercher de l'honorabilité. On vient chercher du respect. Et que tout un chacun, tout un Martiniquais, suive véritablement ce qui se passe. Qu'on apprenne à se respecter entre nous, à faire en sorte qu'on obtienne le respect de l'autre, et qu'on aille ensemble trouver des solutions communes, trouver de la complémentarité dans les actions et non pas dire simplement rentrer dans un discours pro ou contre vaccin et puis oublier l'essentiel, qu'il y a des moyens différents,
Il y a des moyens qui doivent être complémentaires, qui doivent être mis en œuvre et qui ne doivent pas être balayés, comme on l'a vu par des soi-disant personnalités scientifiques, des sachants qui ont des diplômes Bac 22. Non, le simple citoyen, chez lui, peut comprendre qu'il doit aérer tous les jours sa maison, qu'il doit se laver les mains, qu'il doit protéger sa famille, ses voisins, faire en sorte de respecter un certain nombre de règles. Et à partir de là, on y arrivera. On a demandé, et j'en terminerai sur ça parce qu'il faut le dire, nous avons demandé au préfet de façon thérapeutique de laisser les gens pouvoir bénéficier de la mer jusqu'à 11 heures. On a essuyé un refus. Et pourtant, ça, s'oxygéner avec de l'air marin, mettre les 2 pieds dans l'eau, pouvoir le faire jusqu'à 11 heures, ça permettrait d'empêcher les gens de croire qu'ils vont venir pique-niquer. Mais que la mer, c'est un soin. Que ça permet à certaines personnes de se retrouver, de se ressourcer. Décompresser. Et à la rentrée bientôt, aussi. Les enfants sont comme des en furie dans les maisons. On prend toujours un bain de mer avant la rentrée avec les enfants. Un bain démarré aussi. Voilà. Et il y a des pathologies aussi, comme les enfants autistes qui ont besoin de la mer. Il y a des personnes qui ont besoin de la mer pour leurs articulations. Et tout ça aurait dû être compris. Et nous-mêmes, en termes de responsabilité, on demanderait à tout un chacun respecter cela. Respecter que c'est simplement pour pouvoir décompresser, c'est pas pour faire la fête. Donc, on n'a pas demandé à mettre des panneaux 4 mètres sur 3, à dire qu'avec le vaccin, on aura la fête. Mais avec la mer ouverte jusqu'à 11 heures, ça se fait en Guadeloupe. Oui. Et pourquoi pas ici? Eh bien non. Le préfet a dit non. Il a la même mise sur l'air maritime et il a décidé que non. Donc voilà, j'en terminerai simplement là-dessus pour dire oui, nous allons revenir si nécessaire et apporter le maximum d'explications pour que tout un chacun puisse, à son niveau, aller contrôler, vérifier, se positionner par rapport à tout ce qu'on dit. Merci beaucoup, M. Haribo. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions et surtout... poursuivons comme ça et je crois qu'on va réussir à grandir. Merci beaucoup. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à vous chez vous pour nous avoir suivis. À bientôt.